à cet instant même. Donc, je m'appelle Yvan Colombet, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je suis président de la tête de réseau des coopératives Ceinture Verte. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Laure Astegno et Dominique Berry, que je vais laisser se présenter. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Laura Stegno, donc moi je travaille pour le réseau des ceintures vertes, des coopératives ceintures vertes, sur la partie accompagnement des porteurs de projets. Voilà. Bonsoir à tous, Dominique Berry. Moi, je suis responsable technique pour la ceinture verte sur le secteur d'Auvergne et Rhône-Alpes. Voilà, donc le webinaire va être divisé en 4 temps. Une première partie que je vais assurer de présentation du contexte sur le réseau Ceinture Verte, que vous compreniez d'où on parle et quelle est la portée du coup des retours d'expérience qu'on va vous faire sur les enjeux techniques et économiques des installations en maraîchage biodiversifié. Deux parties sur la prospection foncière et sur l'aménagement des fermes qu'assurera Dominique Berry. Voilà, sur ces 2 points. Et une dernière partie sur le choix du système de production et les trajectoires économiques des producteurs du réseau qu'assurera Laure Astegno. Alors, je vous demande à tous de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation. Vous pouvez poser des questions sur le chat pendant la présentation et on prendra à la fin de chaque section du webinaire un temps pour répondre à ces questions. Et puis on vous proposera, pour ceux qui ont des questions qui leur restent ou plus générales, de réactiver les micros à la fin de la présentation et vous pourrez poser des questions oralement sur l'ensemble des sujets qui vous intéressent. Alors, contexte. Donc le réseau Ceinture Verte, c'est un réseau de coopératives d'installation en maraîchage bio diversifié. Il y a aujourd'hui 14 coopératives, dont 11 qui sont actives et 3 en création, sur 4 régions sur le territoire métropolitain. La Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie et l'Île-de-France. Donc il y a toujours dans les coopératives des collectivités locales et des structures de développement agricole, qui généralement sont à l'initiative de la création de ces coopératives, notamment en lien avec les objectifs de relocalisation alimentaire et de renouvellement des générations agricoles qui sont fixés dans le cadre des feuilles de route des projets alimentaires territoriaux, mais on a généralement un grand nombre d'autres acteurs de la filière qui sont associés aux côtés des producteurs. Le réseau a été créé la première coopérative a été créée en 2020. Et il y a aujourd'hui 31 fermes, donc là la diapositive date un peu, il y a 21 fermes qui sont aménagées, et donc une dizaine qui sont en cours d'aménagement. La façon dont le réseau est organisé, très rapidement, donc on a des producteurs qui ont leur propre exploitation, leur propre entreprise agricole, qui sont associés aux coopératives. Les coopératives ont la forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif. Elles interviennent généralement sur le bassin de vie d'une grande agglomération ou à l'échelle d'un département. Et elles ont pour fonction de mobiliser les acteurs locaux pour identifier du foncier approprié pour des installations en maraîchage, aménager ces terrains et ensuite organiser l'accompagnement des producteurs qui s'installent sur les sites qui ont été aménagés pour les exploiter. Et puis on a une tête de réseau donc qui intervient essentiellement pour apporter de l'ingénierie aux coopératives, donc à la fois pour appuyer le montage de ces coopératives, ensuite pour réaliser l'ingénierie sur la partie prospection foncière, aménagement, et sur l'accompagnement des producteurs et l'animation des sociétés coopératives. Les fermes du réseau sont, donc même s'il y a des variations, sont quand même dans l'ensemble assez typées. On a des fermes qui, de manière générale, font environ 2 hectares de surface agricole utile, avec 1500 mètres carrés de serres, 150 mètres carrés de bâtiments pour le stockage du matériel, 50 mètres carrés pour le stockage des légumes et un système d'irrigation. On a 2 cas de figure qui peuvent être assez différents. On a le cas de fermes qui sont des fermes individuelles, donc sur des sites de 2 hectares environ. Et on a le cas de fermes qui sont
regroupés sur des pôles de production maraîchers, ce qui permet de mutualiser une partie des équipements. Pour des fermes de ce standard, le budget moyen d'investissement sur la partie foncier aménagement est environ 250 000 € par ferme. Et ensuite, les fermes sont louées à prix coûtant aux producteurs pour 9 000 € par an en moyenne, enfin dans le cas standard, ce qui conduit à un remboursement de la ferme sur 25 ans. Les producteurs intègrent les coopératives, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif, dans le collège producteur, et puis ils signent 2 contrats avec les coopératives, un bail de long terme pour la mise à disposition du foncier et des autres éléments immeubles, et un contrat de mise à disposition pour les équipements, et qui ne passe pas dans le bail rural, et pour l'accompagnement, puisque les coopératives organisent aussi un accompagnement après l'installation, qui est intensif sur les 3 premières années d'activité, qui vise à accompagner le lancement d'activité des producteurs. Voilà pour la partie générale. Je ne vois pas de questions dans le chat. Donc je le redis, n'hésitez pas pour ceux qui viennent de se connecter à poser des questions au fil de l'eau dans le chat. On y répondra à la fin de chaque section. Et donc je passe la parole à Dominique Berry pour une présentation de la section sur la sélection du foncier. Merci, bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Du coup, voilà, on va évoquer ensemble les problématiques de choix de foncier et des caractéristiques de foncier optimum pour aller dans le sens d'une réussite des installations. Donc, on peut dire que l'adéquation d'un site pour l'implantation d'une activité maraîchère repose globalement sur 4 grands critères dont 3 sont liés intrinsèquement aux caractéristiques physiques du site. C'est bien entendu l'accès à la ressource en eau, qui est évidemment primordial pour l'activité de maraîchage, sur laquelle on reviendra après. Le potentiel agronomique, bien sûr, pour un sol qui permette d'atteindre des bons niveaux de production, sur lequel on repassera également. Et puis, en ce qui concerne les caractéristiques de ces sites, les possibilités d'aménagement pour pouvoir réaliser les infrastructures nécessaires, donc qui soient constructibles d'un point de vue des règles d'urbanisme, bien entendu, et puis la possibilité de raccordement au réseau, bien sûr, d'électricité et d'eau potable, que ce soit voilà, sur le plan pratique, fonctionnel, et en termes de coût, c'est-à-dire de distance au réseau source. Le 4e paramètre, il est plus, on va dire qu'il est plus lié à l'environnement socio-économique du site. C'est en lien avec la localisation géographique, c'est bien sûr tout ce qui est lié au potentiel commercial, qui est un des piliers de la réussite d'une installation en maraîchage. Évidemment, d'avoir des possibilités de développement de l'activité de vente de ces légumes. Donc, on peut dire que les caractéristiques optimales du foncier sont indispensables pour atteindre des résultats économiques, technico-économiques satisfaisants. Je dirais que, dit autrement, un foncier dégradé amputera le potentiel de production. On peut passer du coup à la diapo suivante, merci. Pour aller un petit peu plus loin sur ces paramètres et rentrer un peu dans le détail, dans les points sensibles, on retient avec l'expérience de ces quelques années d'aménagement de sites et de choix de foncier au niveau de la ceinture verte, on retient quelques facteurs qu'on peut dire rédhibitoires si les conditions ne sont pas favorables sur ces éléments-là. Alors, le premier que je cite, il est assez évident, bien sûr, c'est l'accès à l'eau d'irrigation. Sans eau, pas de légumes. Et pour aller un petit peu plus loin dans les
les caractéristiques nécessaires de cet accès à la ressource à l'eau, il faut considérer que cette eau, elle doit être disponible en volume suffisant, proportionnel à la surface cultivée. Hein. Et donc, voilà, on est sur des données qui sont connues, mais de 2 à 3 000 mètres cubes par hectare de surface développée, donc en volume global nécessaire. On peut ajouter à cette caractéristique de volume global une notion de débit instantané. Nous, on est parti sur des niveaux de débit instantané de l'ordre de 5 mètres cubeurs par hectare cultivé, qui donne la sécurité et la capacité à coup sûr de faire son tour d'eau en toute sérénité, même dans des conditions un petit peu extrêmes au niveau climatique. Et puis le troisième point sur la ressource en eau, c'est bien sûr assurer cette disponibilité sur l'ensemble de l'année, ce qui va forcément impliquer un certain nombre d'ajustements et d'aménagements spécifiques en fonction du site où on va se trouver. Alors, à titre d'exemple, sur certains sites, on va être obligé d'amener à faire des aménagements spécifiques pour la récupération des eaux de drainage, des eaux de pluie, créer des bassins pour assurer un stockage et une alimentation suffisante tout au long de l'année. Donc voilà, c'est forcément une adaptation en fonction d'un site. Sur d'autres sites, on va être amené à utiliser la ressource en eau via un forage. Donc, quand on a des possibilités de forage, parce qu'on a des nappes profondes accessibles, on va dire, et à ce moment-là, c'est voilà, pour que cette possibilité de forage soit avérée, il faut souvent prendre un certain nombre de précautions. On a notamment vu des expériences en cours et sur un des sites Ceinture Verte en Auvergne, un certain nombre de difficultés sur un accès à l'eau par forage. Et ça nous amène à une certaine prudence ou en tout cas un certain nombre de points de précaution. La première des choses dans le cas d'un forage à réaliser, c'est de s'assurer au préalable, alors dans la mesure du possible, du potentiel de ces forages, et donc déjà dans un premier temps de faire un tour d'horizon de ce qui peut exister comme autre forage aux alentours. Ça donne déjà des informations souvent importantes. Et puis l'autre aspect, c'est d'essayer de prendre des garanties, là aussi dans la mesure du possible, avec l'entreprise qui va faire le forage. Donc nous, on a pu, par exemple, dans le Limousin, avec le foreur, passer un contrat avec la possibilité de faire un deuxième forage si le premier n'était pas suffisamment efficace. Et puis, on assure à tous les coups la réalisation d'un test de pompage qui est important à la fin du forage pour assurer, valider le débit du forage. Et donc, ces tests de pompage, ils sont vraiment indispensables à mettre en place dans la suite directe de la réalisation du forage, pour être sûr du potentiel. Troisième point qu'on a pu aussi assurer avec les entreprises de forage, c'est en cas d'échec du forage, c'est-à-dire de non-disponibilité de l'eau dans le débit prévu initialement, c'est d'avoir la possibilité de ne payer qu'un forfait au foreur. Donc ça, c'est possible. Ça s'est fait ici en Auvergne, par exemple. Alors malheureusement, ça assure pas la disponibilité en eau, mais en tout cas, ça réduit les coûts. Donc c'est des points extrêmement importants pour la validation des forages. Autre point important dans le fait d'assurer la disponibilité en eau, c'est d'être sûr d'avoir un approvisionnement hivernal là où on est branché sur des réseaux d'irrigation collectifs, puisque souvent les réseaux collectifs sont fermés en hiver et on a besoin d'eau en maraîchage en hiver.
Et le dernier point sur lequel je voulais insister, parce que c'est devenu une question importante et c'est une approche systématique qu'on fait, nous, dans les dernières fermes ceinture verte en cours d'aménagement, c'est de sécuriser par le raccordement du site à l'eau potable, ce qui a forcément un coût, alors un double coût, un coût en termes de coût de raccordement, et ensuite un coût si il est nécessaire d'utiliser de l'eau potable pour tout ou partie de l'irrigation, sachant que ces coûts-là sont relativement variables en fonction des lieux d'implantation des sites, mais c'est une vraie sécurité qui peut venir en complément dans les périodes difficiles où on peut avoir un problème d'accès à la ressource en eau d'irrigation. Et puis, c'est aussi une sécurité puisque, pour mémoire, les maraîchers sont amenés à laver leurs légumes avant la vente à l'eau potable. Donc, c'est aussi d'un point de vue réglementaire intéressant d'avoir ce raccordement-là. Donc ça, c'est le premier point extrêmement important, c'est la ressource en eau. Le deuxième point qui peut être rédhibitoire, c'est les potentialités agronomiques des sols. Et j'insisterai moi particulièrement sur un point, parce qu'on a eu plusieurs occasions d'avoir ce type de problématique. C'est les sols hydromorphes ou à saturation en eau pendant des périodes assez longues. On a une situation sur la ceinture verte de la Drôme avec une parcelle qui est effectivement qui présentait un potentiel agronomique intéressant et qui au final avec les épisodes pluvieux longue durée qu'on a connus et qu'on peut connaître encore et de sols saturés depuis quasiment l'automne 2023 avec une petite pause l'été dernier, mais voilà, des zones sensibles peuvent être effectivement saturées en eau. Et du coup, dans ces conditions-là, il faut vraiment, quand on veut évaluer un site, valider un site, prendre des précautions vraiment particulières. Et si on a un doute, c'est impératif d'aller voir le site en conditions, je dirais, d'extrême humidité, après des très fortes pluies, après des épisodes longs humides, de voir comment le sol se comporte à ce moment-là, et aussi dans les jours et les semaines qui suivent, comment il évolue et dans quelle mesure on peut y revenir plus ou moins rapidement. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vraiment de relever son niveau d'exigence en termes de qualité de sol par rapport à ces problématiques d'hydromorphie. Et si on a le moindre doute aujourd'hui sur un site avec un sol potentiellement hydromorphe et impraticable pendant des périodes un petit peu longues, on va systématiquement éliminer ce site et ne pas le retenir pour des aménagements futurs. Ça, c'est vraiment un point très, très sensible. L'autre point sur les aspects sols, c'est bien sûr la pente et notamment la forte pente qui est toujours problématique, d'autant plus si on a plusieurs pentes, parce que c'est pour ça que je parle de pente et de dévers, des pentes dans différents sens. C'est toujours problématique en termes de mécanisation, de gestion des eaux de surface, et puis bien sûr de précision du travail réalisé et de pénibilité, quels que soient les systèmes et les modes de culture mis en œuvre. Donc nous, on s'est fixé une limite à 10% de pente pour les sites qu'on peut aménager. Au-delà, on n'y va pas. Voilà. Après, d'autres paramètres qui peuvent être considérés comme rédhibitoires s'ils atteignent des extrêmes, c'est les autres paramètres de fertilité des sols, de potentiel agronomique, c'est tout ce qui est pH, si on est vraiment dans des extrêmes haut ou bas, c'est la teneur en cailloux, la texture trop fine ou à l'inverse trop sable grossier. Et puis, par exemple, la profondeur de sol trop limitante. Voilà. Mais vraiment, si on est dans des cas extrêmes, et au final, ce qui s'avère, c'est que hormis les problématiques d'hydromorphie
et de forte pente, il est assez rare qu'on ait des paramètres agronomiques qui soient réellement rédhibitoires. Et par contre, on va quand même observer l'ensemble de ces paramètres. Et c'est la diapo suivante. Merci Yvan. Pour les évaluer point par point et dans leur globalité, pour aller plus loin au bout dans l'évaluation d'un site. Donc, on va reparler de pente parce qu'elle peut ne pas être rédhibitoire, elle peut être inférieure à 10%, mais s'il y a différentes pentes et que c'est un petit peu chaotique, ça peut être quand même assez vite problématique en termes de mise en œuvre pratique de l'activité. Tout ce qui est en lien avec la précocité, la vitesse de pousse des cultures, donc l'orientation des parcelles, nord, sud, est-ouest, ou l'altitude aussi, bien sûr, qui peuvent être des facteurs plus ou moins limitants. La profondeur de sol, on l'a déjà évoqué, mais dès qu'on est sur des sols peu profond avec du rocher qui affleure, et ben là aussi, on limite fortement les potentiels, on limite la capacité des plantes à résister à des périodes de chaud et de sec. Donc, on rentre dans des situations plus complexes. Tout ce qui est lié à la texture, alors on n'est pas toujours dans des conditions optimales de terre franche avec 15-20% d'argile, 35% de limon et le reste en sable. C'est bien quand on est dans ces situations-là, mais c'est relativement rare. En tout cas, j'en croise assez peu. Et du coup, il faut aussi évaluer les limites potentielles de ces sols. En dehors des aspects purement agronomiques, il y a des aspects plus liés au site en lui-même, c'est-à-dire l'accessibilité des parcelles et le morcellement du parcellaire, qui sont là aussi des paramètres potentiels de limitation de la facilité de travail, de l'efficacité du travail, comme l'éloignement des parcelles du point central névralgique du bâtiment d'exploitation, on va dire. Bien sûr, on revient sur les questions de constructibilité, les possibilités d'implanter des serres, qui sont primordiales dans nos systèmes, et les raccordements au réseau, qui peuvent aussi être des éléments un petit peu limitants. Alors, tous ces paramètres-là, si on les prend indépendamment des uns des autres, ils peuvent ne pas être optimum, mais être considérés comme acceptables. Mais ça peut être simplement le cumul de critères non optimum qui va créer des conditions et des situations à risque pour véritablement la viabilité du projet. Et donc, c'est en ayant une approche globalisante de l'ensemble des critères qu'on va pouvoir bien évaluer les options et les possibilités au regard d'un objectif technico-économique à atteindre. Alors, ça, c'est d'autant plus vrai que des paramètres qui ne seront pas optimum vont risquent d'avoir en tout cas un impact plus ou moins fort sur le coût des aménagements, parce qu'il va falloir faire des aménagements, avoir des interventions pour améliorer un certain nombre de ces paramètres potentiellement, et ça va imputer le coût des aménagements. Alors à titre d'exemple, on parlait de forage tout à l'heure, un des derniers sites qu'on a aménagé ici en Auvergne, on est sur un coût de forage équipé autour de 300-350 € du mètre linéaire de forage. Donc voilà, si on est sur des forages à 40 mètres, on va être autour de 15 000 € de coût, à peu près 50% pour le forage en lui-même et 50% pour l'équipement, pompe et équipement afférent. Donc c'est non négligeable comme coût d'aménagement. Donc voilà, on va dire par comparaison avec un site qui serait accessible à un réseau d'irrigation collectif, où là, on va être sur un abonnement et puis la consommation annuelle
le coût de la consommation annuelle. Donc, on est dans des situations potentiellement assez différentes. Autre exemple, toujours en lien avec l'accès à l'eau, c'est là où il est nécessaire éventuellement de créer des bassins de rétention pour récupérer des pluviales, pour récupérer des eaux de drainage. Là, on a eu un cas sur un site en Limousin où on avait un coup de bassin, alors pour un volume assez conséquent, hein, pour 3000 mètres cubes, où on était à 37 000 euros, autour de 37 000 euros de coût de creusement de bassin. Donc là aussi, dans un financement dans un projet d'installation, c'est conséquent. Des coûts de drainage qui peuvent être amenés à être réalisés justement pour des parcelles potentiellement partiellement hydromorphes et qu'on pourrait améliorer effectivement par du drainage. Là, on a un exemple dans le Béarn où on a eu un coût de drainage à 35 000 euros pour une exploitation. Là aussi, on est sur des coûts conséquents. Et puis, d'autres paramètres de sites qui font qu'on va avoir des aménagements spécifiques comme une clôture sur le site du Cendre près de Clermont-Ferrand, où on a, on va dire, une proximité et un risque de prédateurs à quatre et à deux pattes. Et ben, on a été amené à faire une clôture à raison de 25 euros du mètre linéaire. Voilà, on est sur ce site autour de 800 mètres linéaires de clôture. Donc, voilà, un billet de 20 000 euros pour la protection du site en termes de clôture. Voilà, et ensuite, évidemment, les raccordements au réseau sont souvent assez coûteux, et plus on est à distance du premier poteau électrique ou du réseau d'eau, plus les coûts vont être élevés. Pour essayer d'évaluer, nous, c'est la qualité globale des sites. Vous avez, j'espère que vous le voyez sur la diapo, un exemple de grille de notation qu'on utilise avec mes collègues à la Ceinture Verte, qui reprend tous les critères, les différents critères, les principaux critères de qualité d'un site, hein, que ce soit tout ce qu'on a évoqué, les pentes, la ressource en eau, etc. etc. Et en affectant une note à ces critères. Et bon, on pourra vous faire suivre cette grille de notation, et si vous la voyez, on a un certain nombre de critères qui viennent se cumuler. En note de base, ici, on peut arriver à un maximum de 36, et puis ensuite, il y a des points de bonus. Et moi, je considère que sur un site, si la note des points de base du site est inférieure à 15, d'office, c'est un site qui est problématique et que je retiendrai pas. Donc, c'est un guide, c'est une aide pour évaluer les sites qu'on utilise à titre d'information. Voilà. Du coup, à la fin de la section sur le foncier, Dominique, et on a beaucoup de questions qui ont été posées sur le chat, que je vais te remonter pour que tu y répondes, si tu le veux bien. Première question de Mathieu Tassetti. S'il y a des réservoirs sur les fermes, quel volume font-ils en moyenne pour assurer l'irrigation pendant un certain temps sans pluie? Alors, c'est vrai que c'est une question complexe de calibrage, puisque ça va bien sûr dépendre du site en lui-même, de la pluviométrie, ça va dépendre du type de sol beaucoup. Plus les sols sont léger, sableux, moins il y a de capacité de rétention en eau, plus il va falloir avoir un volume conséquent pour assurer des périodes sans pluie. Donc voilà, c'est difficile de répondre à cette question-là de façon univoque, mais voilà, quand on est sur un stockage tampon de ce type-là, voilà, on va viser pour un site aménagé avec 1500 mètres carrés de serre et puis 1,5 hectare de plein champ. On peut considérer qu'avec un bassin de 200 mètres cubes, alors après il faudrait refaire des calculs vite fait, mais on peut tenir une semaine, 10 jours, et donc ensuite il va falloir surdimensionner en fonction du temps sur lequel on doit assurer
une absence de pluie ou de retour d'eau dans le bassin. Mais après, ça se dimensionnera au cas par cas. Merci. On avait une question d'Emma Leroux concernant les financements des forages. A-t-on déjà réussi à travailler avec l'armée, qui parfois est intéressée pour intervenir gratuitement, car le forage fait office de test pour les militaires? Déjà vu ce cas de figure sur une ferme, mais le terrain appartenait à la mairie. Alors, très bonne proposition. On n'a jamais eu ce cas de figure, mais ça pourrait être intéressant. Par contre, on a un autre cas de figure qui est pas lié au forage, mais ça me fait penser à ça. C'est au bassin de stockage ou aux poches souples, pour lesquelles les services les SDIS, les pompiers peuvent être intéressés pour du stockage d'eau, et ils peuvent prendre en charge éventuellement une partie du coût, sous réserve qu'on leur réserve une partie du volume de la poche. Voilà. Mais pour ce qui est de l'armée, je n'avais pas l'info. Mais par contre, s'il y a des militaires dans la salle qui font ce genre d'intervention, on est preneur de contact. On avait une question ensuite de Caroline Pougon. Quelles sont les caractéristiques d'un sol hydromorphe, forte proportion d'argile? Ça a-t-il un rapport avec la profondeur des nappes phréatiques? Alors non, ça n'a pas du tout de rapport avec la profondeur des nappes phréatiques, et c'est pas forcément directement lié c'est qu'en partie lié à la texture. C'est pas forcément des sols les plus argileux qui sont les plus hydromorphes, parce que ça dépend beaucoup du sous-sol et de la roche, et de la profondeur de sol. Donc on peut avoir des sols qui sont assez peu argileux, mais avec des faibles profondeurs de sol, et juste 10, 12, 15% d'argile sur des granites et des faibles profondeurs de sol et de la roche affleurante. Ça peut générer des phénomènes d'hydromorphie très conséquents. Alors, dans des situations comme ça, effectivement, on peut, par du drainage, si la configuration du site le permet, on peut améliorer les choses. Mais après, on peut aussi avoir des problématiques d'hydromorphie durable, parce qu'on est dans des zones de bas-fond, dans des sols argileux. Donc, c'est très variable. Et on peut préciser que c'est souvent le couplage de caractéristiques géophysiques qui tiennent au sol avec des caractéristiques topographiques des fonds de cuvette, typiquement, qui empêchent l'écoulement des eaux. Question de Mathieu Tassetti. N'est-il pas possible de corriger l'hydromorphie par certains travaux du sol et aménagements? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Dans une certaine limite toujours. Travaux du sol, j'imagine que vous pensez au travail en butte plutôt qu'au travail à plat, hein, donc surélever un petit peu le volume de sol pour à la fois favoriser le drainage de la butte et l'écoulement dans les entrebuttes. C'est notamment une possibilité c'est une pratique qui est courante, hein, dans les sols frais, froids, voire un peu hydromorphes. Après, on a évoqué le drainage. On va utiliser le sens de la pente quand c'est possible. Donc, bien sûr, il y a un certain nombre de pratiques qui permettent de limiter l'impact de l'hydromorphie. C'est pour ça que je disais, il faut se rendre compte de l'importance de l'hydromorphie et des limites que ça génère. Et si c'est gérable, on va aller sur des aménagements complémentaires avec les coûts éventuels associés. Et puis, si on considère que c'est à risque, en tout cas, nous, au niveau de la ceinture verte, on va écarter ces sites-là, soit parce que ça engendrerait des surcoûts trop importants, soit parce que ça pourrait mettre les maraîchers en conditions difficiles. Merci. On avait une question de Cordelia Dormuto. Profondeur de sol égale profondeur de la terre avant de toucher la roche ou autre chose? En profondeur de sol, oui, avant de toucher la roche, souvent, ou avant d'arriver sur des horizons qui ne sont plus du tout des horizons agronomiques, on va dire explorables par le système racinaire des cultures, des plantes. Ce qui fait que, voilà, quand on parle de profondeur de sol, on peut avoir des sols très superficiels qui font moins de 20 cm d'épaisseur, et puis des sols profonds de plusieurs mètres de profondeur. Merci. On avait une question de Donatien Laurençon, dont je vais proposer qu'on en reporte la réponse à la section
de présentation qu'assurera Laure sur du coup, les choix de système et les trajectoires économiques des porteurs de projets, puisque Donatien demandait quel type de maraîchage font les maraîchers associés des coopératives ceinture verte, bio-intensif, mécanisé, MSV. Donc on verra qu'il y a les différents cas de figure. Et une question d'Emma Leroux, à laquelle Laure a déjà répondu. Et une question d'Aurélie Lallemand. Du coup, a-t-on la possibilité de voir le bilan et les notes du terrain qui nous intéressent? Vous parlez sans doute, Aurélie, de la grille de notation. Elle sera, le lien vers la grille de notation sera accessible dans les diapos qui vous seront transmises après le webinaire. On arrive à la fin des questions, Dominique. D'accord. On enchaîne sur la partie aménagement des fermes. Tout à fait. Donc, sur l'aménagement des fermes, pour vous apporter quelques éléments de précision sur les aménagements qui sont réalisés sur les fermes ceinture verte. Donc, l'expérience des quelques années passées à faire des aménagements dans différentes situations, dans différents sites, semble aujourd'hui assez bien valider les hypothèses de départ qui avaient été posées en termes de caractéristiques, de dimensionnement des infrastructures. Donc, on part sur une surface disponible autour de 2 hectares. Alors, 2 hectares, ça peut paraître aujourd'hui à pas mal de porteurs de projets une surface relativement grande, voire trop grande pour beaucoup. En fait, on se rend compte que à l'usage, effectivement, les 2 hectares ne sont pas forcément, pour la partie plein champ en tout cas, mis en œuvre et mis en culture d'emblée la première année, voire même la deuxième année, mais qu'avec l'évolution des pratiques et puis le temps qui passe et l'amélioration de la maîtrise, assez vite, ces surfaces-là peuvent être mises en œuvre et que c'est par ces surfaces-là, dans des systèmes de petite mécanisation, qu'on arrive à optimiser au mieux les résultats technico-économiques. Donc, ce volant de surface-là est un bon calibre pour une phase de démarrage. Donc, on part sur autour de 2 hectares de surface. Alors, on a des sites où il y a un peu plus, d'autres où il y a un petit peu moins. Mais dans cet ordre de grandeur-là, on est aussi parti sur un bâtiment qui aujourd'hui est un bâtiment individuel de l'ordre de 50 mètres carrés de surface, qui est un bâtiment isolé, donc avec du bâtiment métallique, avec des panneaux sandwich, avec une chambre froide d'environ 40 mètres cubes. Et ce bâtiment, il est complété d'un tunnel de stockage, donc un tunnel vert de 150 mètres carrés. Et ça donne un ensemble qui correspond assez bien aujourd'hui aux besoins. Alors, c'est pas forcément très très grand, notamment sur la partie bâtiment fermé et isolé, mais c'est un bon calibrage pour une phase de démarrage, ce qu'on peut voir au regard de ce qu'on faisait par ailleurs dans les premières années, puisque au départ les tout premiers bâtiments étaient encore plus petits, il n'y avait pas de chambre froide et donc c'était vraiment trop limite, même s'ils étaient très jolis, mais peu fonctionnels. Et puis à l'inverse, on a eu fait aussi, c'est le cas dans la Drôme, un bâtiment beaucoup plus gros, plus on va dire presque plus adapté à du demi-gros, aujourd'hui, avec ce qu'on propose là, on est dans un bon compromis coût, aspect fonctionnel de l'utilisation de ces bâtiments. Donc ça fonctionne plutôt correctement, même si on pourrait faire plus. En termes de surface de serre, on est sur 1500 mètres carrés de serre aujourd'hui de type multitunnel.
Donc, on monte sur les sites qui s'y prêtent une serre multitunnel de 4 chapelles de 9,60 par 40. Donc, ça fait une bonne surface, une bonne entité avec un volume conséquent puisqu'on est sur des multitunnels à pied droit. Donc, on est avec des hauteurs sous chenaux autour de 2,35 m, entre 2,35 m et 2,50 m selon les sites. Donc, on a un bon volume, on a un bon effet de serre et globalement, quoi qu'il en soit, il est clair que les 1500 m² sont très vite utilisés par tous les maraîchers et que c'est un besoin impératif et que c'est pas une surface excessive, loin s'en faut. Si on fait le rapport avec sur 2 hectares, 1,5 hectare de plein champ, 1500 m² d'abri, on est sur les 10% de référence, mais qui sont plutôt le minimum nécessaire pour pouvoir fonctionner et plus est certainement mieux. Mais on est déjà sur le minimum, quoi. Et puis l'autre aspect, c'est l'accès à l'eau qu'on a évoqué. Donc on met en place un accès à la ressource en eau sur la forme optimale du site. Et puis un réseau d'irrigation pour le plein champ et les serres. Et là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur l'intérêt d'avoir en place un réseau d'irrigation. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est des éléments de base, on va dire, d'un outil de production qui donne des infrastructures qui sont considérées comme satisfaisantes pour démarrer. Mais on se rend compte malgré tout qu'il peut être nécessaire de ménager des possibilités d'extension. Alors, possibilité d'extension à la fois sur les surfaces cultivables. Là, c'est pas forcément a priori évident. Faire de la réserve foncière, bon, déjà, c'est pas le métier de la ceinture verte, mais c'est pas forcément facile. Quand on trouve 2 hectares d'un seul tenant, c'est bien. Si on a la possibilité d'avoir un peu plus, on prendra un peu plus pour se donner de la latitude. Et puis aussi, ce qu'on cherche à faire quand on fait ces aménagements, c'est de se réserver la possibilité de rajouter des modules éventuellement de bâtiments ou de serres, de pas bloquer, de pas figer les dispositifs, parce que c'est souvent une demande des maraîchers, une fois qu'ils sont en place, de pouvoir faire évoluer les fermes et les développer en augmentant et les surfaces de bâtiments et les surfaces de serre. Donc pour illustrer un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on propose là aujourd'hui en aménagement, je vous ai pris l'exemple d'un site en Auvergne, dans le département de l'Allier, donc à Paray-sous-Briaille. Donc c'est un aménagement qui démarre aujourd'hui, enfin qui démarre. Le forage a été fait à l'automne et le bâtiment est en cours de construction. Donc vous voyez sur la photo les aménagements qui sont réalisés. Donc on a le bâtiment qui est positionné sur une plateforme à l'est du site. Donc c'est un site qui fait 2 hectares, à peine plus de 2 hectares. On a ce bâtiment de 50 m². On a à proximité le tunnel de stockage, la serre, multitunnel. Donc le tout est raccordé au réseau d'irrigation. Il manque sur le schéma le réseau d'eau potable qui va arriver. Le forage évidemment est raccordé à l'électricité pour la pompe. Et autour de ces infrastructures sont positionnés des blocs de culture de plein champ qui ici font 24 mètres de large par 40 mètres de longueur, et on a 15 blocs là, donc on approche l'hectare et demi de surface disponible réellement cultivable en plein champ. Et sur l'ensemble du dispositif, il y a un réseau d'irrigation qui est mis en place, donc la ressource en eau, c'est le forage, une station de tête d'irrigation dans le bâtiment et une redistribution ensuite vers les serres et les parcelles de plein champ. Et pour les parcelles de plein champ, on a une sortie par bloc de culture avec une vanne par bloc. Donc on a l'ensemble des aménagements, le raccordement électrique. En plus, on va mettre en place ici sur ce site une gestion des pluviales qui vont être récupérées sur le toit du bâtiment et toiture de serre
pour être envoyé dans un puisard qui, à terme, pourra éventuellement être utilisé pour récupérer de l'eau et la réutiliser si nécessaire. Voilà, ici on est sur un site où on a un forage à 70 mètres et on est à 10 bons mètres cubeurs de débit. Donc on a ce qu'il nous faut pour notre surface à cultiver. Et on a pris soin sur ce site-là aussi, vous voyez, schématiser des haies tout autour. Alors aujourd'hui, les haies n'existent pas, mais on est vraiment dans une plaine terrain plat et avec des prises au vent qui peuvent être importantes. Et l'idée, c'était de ménager suffisamment de place pour pouvoir implanter des haies. Et puis, autour du bâtiment, il y a la possibilité de rajouter des modules, que ce soit à l'ouest du bâtiment ou au sud, pour venir éventuellement compléter la disponibilité en bâtiment, faire un point de vente sur la ferme si ça se justifie. Donc, ça laisse des possibilités d'extension pour l'avenir. Voilà, schématiquement, et puis pour illustrer d'une autre façon avec des photos, ici on est sur le site du Cendre en Auvergne. Donc c'est un site qui est situé dans une zone pavillonnaire, c'est une zone verte dans une zone pavillonnaire qui a été aménagée par la volonté de la commune qui a beaucoup soutenu le projet et porté le projet. Et vous voyez que voilà les différents aménagements qui peuvent être faits. On a l'illustration du forage, le réseau d'irrigation avec ses tranchées, la station de tête dans le bâtiment avec le variateur de fréquence pour la régulation du pompage, les installations d'irrigation dans la serre avec un dispositif à la fois qui combine aspersion et goutte à goutte avec des systèmes d'électrovannes et de programmateurs. Voilà, qui permet d'avoir une installation assez complète et bien fonctionnelle. Et puis, vous voyez en bas à gauche le bâtiment vu de l'extérieur, la chambre froide à l'intérieur, et sur les autres photos, le tunnel vert et la serre multitunnel. Et puis, comme je vous disais, c'est un site qui a nécessité d'avoir une clôture. Donc, on voit que l'ensemble est clôturé avec un portail. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et pour finir sur les aménagements, pour vous donner un ordre d'idée des coûts et de leur répartition, puisque Yvan disait qu'on était autour de 250 000 euros d'investissement par ferme au global. Vous voyez ici que sur la partie foncier, donc là on est sur le site de Paray que je vous ai montré en plan juste avant. Donc sur ce site-là, il n'y a pas d'achat de foncier puisqu'on est sur un bail amphithéotique longue durée de 50 ans. Donc il n'y a pas d'achat de foncier, il y a juste quelques frais. Par contre, on a un coût bâtiment tout cumulé à 70 000 euros, un peu plus de 70 000 euros. Le bâtiment lui-même, plus la dalle béton, plus la chambre froide et les différents raccordements. On a un lot des tunnels, donc qui comprend à la fois la serre multitunnel et le tunnel de stockage. Donc vous voyez qu'on a un coût à 10 000 euros, autour de 10 000 euros, 11 000 euros pour le tunnel de stockage, pour 150 mètres carrés. Et pour la serre multichapelle, on est à un petit peu moins de 58 000 euros. Voilà, ici sur un certain nombre de sites, on était sur des serres Casado. Sur ce site de Paray, on va être sur une serre de chez JRC. Voilà, donc on adapte en fonction des offres et des propositions. Donc soit un lot de 70 000 pour les tunnels et puis 50 000 pour toute la partie irrigation. Forage, pompage et équipement de stations de tête et de réseaux de distribution. On ajoute à ça pour l'ensemble des réalisations de ferme la partie ingénierie par la ceinture verte et on arrive à un coût global de 252 000 euros ici. Voilà ce que je voulais vous présenter et j'attends vos questions. Donc on avait quelques questions qui ont été posées. Dominique. Une question de Vanessa Coda. Pourrait-on avoir des exemples de plans d'aménagement des bâtiments 50 mètres carrés et 150 mètres carrés
de stockage. Donc on a vu les visuels juste avant. Hmm. Tu veux les Donc, recommander? oui, donc si on prend la partie bâtiment isolé là, de 50 mètres carrés, donc là on voit qu'on a la chambre froide qui est positionnée dans le fond du bâtiment, sur la façade opposée. Donc qu'on voit sur la photo générale, on a un portail coulissant de 3 mètres, donc qui s'ouvre sur la moitié de la largeur du bâtiment. Et dans la surface restante, du coup, la chambre froide, elle fait 6 mètres de large par 3, enfin 6 mètres de long par 3 mètres de large, voilà, 48 mètres carrés. 18 mètres carrés, pardon, on va y arriver. Et la surface restante, on a sur ce bâtiment-là au centre, on a quelques mètres carrés qui sont forcément occupés par la station de tête, puisque l'eau de forage arrive et l'eau potable arrive dans le bâtiment. Il y a une station de tête avec filtration, ballon tampon, filtration, et puis les départs en double réseau, un réseau pour le plein champ et un réseau pour les serres. Les deux réseaux sont différenciés. On va avoir sur les parois tout l'équipement de coffrets électriques et variateurs de fréquence pour l'utilisation de la pompe. Et au sol, on a un regard qui va récupérer qui peut récupérer les eaux de lavage des légumes. Et ensuite, reste au maraîcher, à la maraîchère qui s'installe sur le site, la charge et la possibilité de faire un aménagement, une zone de lavage avec, en mettant des bassines, en organisant des tables de tri, etc., qui sont pas mises à disposition au départ. Donc après, les aménagements sont à adapter et sont adaptés par les maraîchers, les maraîchères qui s'installent sur les sites. Et pour la partie tunnel de stockage, certains maraîchers ont aménagé des box dedans, des parties pour faire de la conservation éventuellement pour certains légumes comme des courges, des choses comme ça, ou même certains on peut aménager un bureau, des choses comme ça. Donc voilà, c'est équipé en électricité, éclairage, prise 220 volts et prise 380. Et ensuite, les aménagements sont faits par les maraîchers. Merci. On avait une question de Yanis Martin. Les extensions bâties serres sont à la charge du maraîcher ou partagées avec Ceinture Verte? Là, je peux peut-être prendre la réponse à cette question. Dans la pratique aujourd'hui, c'est les producteurs qui ont pris à leur charge les aménagements, notamment sur des nouvelles serres. Après, on a aussi le cas de producteurs qui cultivent plus d'une ferme. Il y a deux producteurs associés qui ont une ferme et demie, et donc ils payent un loyer et demi. Et on avait regardé effectivement quand la question s'était posée pour la possibilité que ce soit les coopératives qui portent l'investissement moyennant un supplément de loyer. Ça ne poserait pas de difficulté, mais ce n'est pas le choix qui a été retenu pour l'instant par les producteurs. On avait une question de Donatien Laurençon, enfin une remarque plutôt. Donatien nous disait qu'il s'installait à Saint-Loup. Effectivement, c'est juste à côté de Paris-sous-Briale. Question concernant l'assurance des infrastructures. Là, je peux y répondre aussi. C'est plutôt une question juridique. L'assurance des infrastructures à l'exclusion de l'assurance propriétaire exploitant pour les bâtiments contre les incendies sont à la charge des producteurs. Donc, ils le font généralement passer dans leur multirisque agricole. Et question de Mathieu Tassetti, le coût du montage de la chapelle est-il compris dans les coûts d'ingénierie? Non, le coût du montage de la chapelle est compris dans le coût de la serre tel qu'il est affiché là à 58 000 €. Et ça, c'est un point intéressant, du coup, c'est qu'on se rend compte, là on s'est rendu compte, parce qu'il y a aussi des monotunnels et des bitunnels qui ont été installés sur certains sites au démarrage. On se rend compte globalement, avec l'augmentation du coût des équipements post-Covid, que les multi-chapelles sont devenues plus compétitives et qu'on est quasiment sur des prix au mètre carré qui sont équivalents quand on cumule équipement et montage.
et on récupère sur le coût du montage pour les multichapelles les surplus qu'on a en coût d'équipement. Eh bien, nous avons terminé avec les questions pour cette partie et on va passer la parole à Laure pour la dernière section. Il y a une dernière question, Yvan. Et dernière question, Yanis Martin, quand les coopératives créent de nouvelles fermes, peuvent-elles faire appel aux subventions FEADER? Dans le cas général, oui. Après, il y a des cas dans lesquels il y a dans les appels à projets des régions des restrictions qui existent encore concernant l'éligibilité des sociétés coopératives d'intérêt collectif au FEADER. Mais sur la plupart des régions aujourd'hui en France, les conditions d'éligibilité dans les appels à projets régionaux sont calées sur les conditions du plan stratégique national 2023-2027 et les SIC sont éligibles. Très bien. Du coup, je prends la suite sur la partie du choix du système de production. Donc, bon, là, l'idée, on est bien sur un retour d'expérience du réseau Ceinture Verte. Le réseau d'expérience, il date de 2020, hein, donc on n'a pas non plus 10 ou 15 ou 20 ans de recul, mais en tout cas, on part sur un échantillon de plus de 200 porteurs de projets qui sont rentrés en contact avec la Ceinture Verte, plus de 60 porteurs de projets accompagnés par l'équipe Ceinture Verte sur des projections d'installation sur des sites et des fermes, et 16 maraîchères et maraîchers aujourd'hui installés dans le réseau. Donc, pour répondre pour partie à une question qui a déjà été posée, mais on peut aujourd'hui factuellement reprendre 4 profils de projets qui se dessinent, c'est-à-dire des profils de projets peu mécanisés, des profils à maraîchage bio-intensif, des profils MSV, puis des profils mécanisés. Voilà, donc après avoir accompagné cette phase vraiment liée à l'émergence jusqu'au post-installation, hein, puisqu'il y a bien un accompagnement technico-économique qui est réalisé sur les 3 premières années à minima de l'installation des maraîchères et des maraîchers dans le réseau Ceinture Verte, ben, en fait, le partage qu'on fait aujourd'hui du constat, c'est que dans de nombreux cas, et régulièrement, le dimensionnement de la partie main-d'œuvre et du matériel manque de cohérence. Voilà. Notamment, il y a une grosse sous-estimation du temps de travail qui est récurrente sur les projets accompagnés et qui, aujourd'hui, dans le choix du système de production, questionne sur la réalisation, la faisabilité et la réussite du projet. Et ça aussi, c'est un constat, c'est que aujourd'hui, les porteurs de projets les plus expérimentés qui s'installent sur une ferme du réseau Ceinture Verte s'orientent plus vers un système mécanisé. Voilà. Bon, c'est pas sans jugement aucun de notre part, mais c'est très factuel et ça, c'est important. J'aime bien le remettre aussi au départ pour que ce soit partagé là-dessus. On peut passer à la diapo d'après. L'idée, c'était de partager avec vous aussi les points clés d'un système de production cohérent au démarrage. Donc, on constate là aussi, dans de nombreux cas, que les maraîchères et les maraîchers démarrent fort, voire trop fort, leur activité, ce qui pénalise, hein, notamment sur la partie gestion du temps de travail et aussi, du coup, problématique main-d'œuvre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun et courant et sur lesquels, en tout cas, nous, aujourd'hui, on essaye de travailler en amont de l'installation. Ce qu'on constate aussi, c'est que la première saison, il y a beaucoup de surfaces qui sont souvent mises en culture avec beaucoup de diversité dans les légumes produits, ce qui, du coup, derrière, entraîne une augmentation du risque des échecs techniques qui peuvent être rencontrés, une mauvaise évaluation de la gamme et aussi des volumes par rapport aux cultures, au regard du potentiel commercial qui peut être mobilisé et pour lequel parfois on peut s'engager. Voilà. Donc là aussi, ça c'est un constat qu'on fait, c'est voir trop grand le système de production, mais aussi les débouchés. Donc, sur les points clés à retenir, sur lesquels aujourd'hui, nous, on s'appuie au vu du constat et des accompagnements qui ont été faits de tous ces porteurs de projets, c'est qu'une bonne maîtrise des tâches par saison est importante et du temps à y dédier. Voilà, ça, c'est un point clé d'un système de production cohérent au démarrage. Un plan de culture et une planification du temps de travail avec une ambition maîtrisée la première année, ça va permettre de favoriser l'adaptation pendant la saison, la sécurisation du démarrage d'activité
ce qui n'évite pas, ce qui ne contraint pas l'évolution, hein, c'est bien dans l'objectif d'une évolution peut-être plus progressive des pratiques et des itinéraires techniques. Ça aussi, c'est un point clé et c'est vers ça que les installations aujourd'hui dans le réseau tendent par rapport à l'accompagnement et aux préconisations qu'on peut apporter. Et puis, il y a ce dimensionnement de l'aménagement de la ferme et du parc matériel qui doit être adapté à l'ambition du projet. L'idée, c'est pas de pousser à la mécanisation ou, pour ceux qui n'en ont pas envie, mais c'est bien de se dire, au vu du dimensionnement de l'aménagement de la ferme qui est proposé, et par rapport au projet que j'ai, est-ce que mon parc matériel, il est bien adapté, notamment à ma problématique main-d'œuvre, est-ce que moi, je serai en capacité de pouvoir aussi réaliser, et puis aussi... j'allais dire, pour ne pas subir non plus la saison et tenir dans le temps, hein, puisque, on le rappelle, c'est toujours une contrainte, le fait de tenir dans la durée et de ne pas avoir d'usure prématurée des corps sur les installations maraîchères. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retient avec les chiffres de la FNAB aussi, hein, sur les cessations d'activité. Merci Yvan. Donc, quelles sont les évolutions constatées au cours des premières années? Aujourd'hui, les maraîchères et les maraîchers installés dans le réseau, ce qu'on peut constater, c'est un outil de production qui est calibré et un accompagnement du tuteur qui favorise l'évolution de la pertinence des choix techniques, de sa maîtrise et donc de ses résultats. C'est-à-dire que c'est vrai que ça permet une montée en compétence des maraîchères et des maraîchers via cet accompagnement rapproché, où ces nombreuses erreurs qui sont constatées lors de la première saison, c'est-à-dire qu'on en fait tous, ça fait partie de la vie professionnelle de tout le monde. Mais là, par contre, elles sont partagées, analysées, il y a un bilan qui est fait et donc une correction du tir dès la deuxième saison, ce qui favorise aussi la réussite. Donc ça, c'est des évolutions aussi qu'on a pu constater sur l'installation des maraîchères et des maraîchers. Et suivant les territoires, c'est des constats partagés. Il y a une évolution du système de production aussi qui tend souvent vers un système dit plus classique, c'est-à-dire que parfois, sur cette première année, il y a peut-être des ambitions très spécifiques qui sont un petit peu revues à la deuxième, c'est-à-dire sur quelque chose de peut-être un peu plus classique, plus maîtrisable, plus vivable, pour tendre plus progressivement vers des itinéraires techniques, ce que je disais tout à l'heure, peut-être plus ambitieux techniquement, peut-être aussi plus précis, et qui nécessitent aussi une bonne connaissance de la ferme, du fonctionnement et puis des infrastructures aussi. Dans les évolutions, c'est une augmentation de la main-d'œuvre sur les projets. On retrouve des projets d'association dès la deuxième année d'installation et ou de salariat, l'idée étant que ça soit bien vivable et qu'on puisse travailler à plusieurs sur les fermes. Donc ça, c'est les évolutions qui sont constatées. Et une meilleure capacité à gérer sa conservation des légumes et notamment de diminuer la perte de par les infrastructures, de par l'anticipation d'un plan de culture peut-être plus adapté et aussi toujours ces phases d'analyse que parfois on n'a pas lorsqu'on s'installe peut-être seul et qu'on est plus la tête dans le guidon et peut-être avec moins ce regard extérieur d'un tuteur ou d'un technicien qui fait que ça va prendre peut-être plus de temps. Donc, il y a une amélioration rapide de la maîtrise de la trésorerie également qui est faite et une gestion de l'endettement qui est plus maîtrisée. Hein. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, les fermes, les maraîchères et les maraîchers qui rentrent dans une ferme ceinture verte, c'est une ferme qui vient d'être aménagée, dont les infrastructures lourdes sont maîtrisées, portées par la coopérative, ce qui évite aussi les désagréments de matériel qui lâche dès les premières années d'installation et qui viennent rajouter aussi dans l'endettement des frais complémentaires qui n'étaient pas prévus. Donc ça, en fait, le plan d'investissement de départ, il est souvent revu et corrigé au fur et à mesure, mais pas forcément chargé et augmenté. Voilà. Il est peut-être réorienté, par contre, parfois, et notamment sur des aspects liés à l'acquisition de matériel. Et puis, il y a un côté qualitatif aussi dans les évolutions constatées, c'est une meilleure gestion de la saison, avec notamment 2 semaines de vacances qui sont pratiquement prises par la totalité des maraîchères et maraîchers installés en dehors de l'hiver, à partir de la deuxième année d'installation, ce qui leur permet aussi de rythmer différemment la saison et puis de pouvoir aussi tenir.
Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on a une hétérogénéité des résultats ce qui montre bien que l'outil de production qui est assez homogène sur toutes les fermes ceinture verte sur le territoire aujourd'hui, et vous avez vu où se situent les coopératives, ne fait pas tout. Et c'est bien la conduite de la ferme qui est déterminante. Donc, on aurait pu se dire, ah bah oui, il y a des serres de 1500 mètres carrés, machin, enfin, et donc automatiquement, on aura des résultats identiques, etc. Pas du tout, et heureusement. Et donc, derrière, suivant les itinéraires, suivant les choix de systèmes de production qui sont faits, nous, on fait le constat qu'il y a une évolution importante et assez rapide sur les 3-4 premières années des résultats technico-économiques. Il y a bien entendu un impact souvent entre le niveau d'expérience et ces résultats et ce niveau économique. C'est-à-dire que ça, c'est factuel. Ceux qui, aujourd'hui, ont cumulé plus d'expérience ont plus rapidement les résultats technico-économiques qui sont les plus élevés dans le réseau. Mais je mets quand même un petit veto là-dessus aussi, un petit warning sur le fait que ce paramètre des expériences n'est pas un facteur limitant, parce que c'est possible aussi d'être très technique rapidement. C'est-à-dire que de pouvoir bien utiliser cet accompagnement technique sur ces 3 premières années et de pouvoir monter en compétences rapidement techniquement, ce qui permettra aussi d'avoir des résultats derrière et donc du coup des résultats économiques aussi qui permettront notamment une meilleure rémunération. Donc, on a une variation des résultats économiques suivant le système de production. Effectivement, on le constate. Ça ne veut pas dire qu'on va favoriser un système plus qu'un autre dans le réseau. Les maraîchères et les maraîchers s'installent avec leur choix de système de production et leur orientation qu'ils veulent suivre. Par contre, voilà, dans le retour d'expérience et le constat qu'on fait, puisqu'on travaille aussi sur les bilans comptables avec les maraîchers et maraîchères du réseau, c'est qu'il y a cette variation de résultats entre mécanisé et peu mécanisé sur ces 4 premières années, puisqu'aujourd'hui, nous, on a 4 années de recul là-dessus. Donc, on fait aussi le constat qu'il y a un versement d'une rémunération mensuelle qui arrive dès la 2e année, au plus tard pour les maraîchères et les maraîchers, et une capacité à salarier, par contre, là, c'est pratiquement tous, on est sur 90% de l'effectif, mais une capacité à salarier dès la 2e année, un saisonnier ou une saisonnière. Voilà. Donc, les trajectoires économiques, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans un chiffrage précis à la personne ou une moyenne parce que, du coup, sur les premières années, en fait, il y avait quelques maraîchers, etc. Enfin, l'échantillon ne permet pas non plus d'avoir quelque chose de méga précis. En tout cas, dans ces cas-là, on devient beaucoup plus ciblé et ce n'est pas le but de dévoiler non plus les comptes des maraîchères et des maraîchers, ça leur appartient. Mais par contre, on peut affirmer au niveau des moyennes que l'évolution des chiffres d'affaires, en moyenne, en première année, on est sur 25 000 € sur des fermes ceinture verte, tout système de production confondu, 40 000 € en 2e année, 60 000 € en 3e, montant vers ça, et en 4e année, on arrive sur du 70 000 € de chiffre d'affaires. Donc, vous avez là un peu une idée de la rémunération nette qu'on peut retrouver et en lien aussi avec la surface cultivée et puis la main-d'œuvre mobilisée. Voilà ce qu'on peut dire sur le choix du système de production. J'ai vu qu'il y avait des petites questions qui étaient sorties. Donc, Yvan, je les prends ou non, je continue pour aller plus loin. Non, on peut prendre les questions si tu veux. Oui, juste les questions, parce que j'en ai vu 2 passer. Ouais, on avait une première question de Forcade qui est. Ça ne doit pas être le nom exact, mais c'est pas grave. 3 questions. En fait, l'association avec une coopérative est-elle compatible avec un parcours DJA? C'est la première question. Le dimensionnement des jardins peut-il être modifié en fonction du projet porté, les longueurs de planches par exemple? Et enfin, quel coût représente l'accompagnement technique proposé? Alors, moi, je vais répondre à la première, je pense Dominique à la seconde, et peut-être toi, Yvan, à la 3e. On va faire la complémentarité de l'équipe. Donc, sur la partie compatible, voilà. Votre coopérative est-elle compatible avec un parcours DJA? Aujourd'hui, sur les 16 maraîchères et maraîchers installés, seulement 2 n'ont pas demandé la DJA. Les autres ont bénéficié et ont souhaité rentrer dans le parcours de demande de DJA. Les 2 en question c'était pour une question d'éligibilité. Mais oui, c'est bien compatible. Voilà. Du coup, je laisse Dominique peut-être s'exprimer sur le dimensionnement des jardins qui peut être, peut-il être modifié en fonction du projet porté, longueur de planche par exemple.
Tout à fait. La réponse est oui. Alors, dans la limite d'une réflexion sur l'efficacité de la réduction, on va dire, et dans la limite de la nécessité, enfin, en étant accompagné d'un complément d'aménagement, c'est-à-dire qu'il va falloir réviser un petit peu notamment le réseau d'irrigation. Alors, à titre d'exemple, ça s'est fait là très récemment sur le site du Sambre en Auvergne, où le maraîcher a démarré en décembre dernier, donc c'est tout récent. Et là où initialement, notamment pour les serres, on avait une alimentation en tête de chapelle, il a souhaité faire une alimentation centrale, et du coup, il a pris en charge le complément d'aménagement, et on a pu doubler les entrées pour avoir des sorties sur des demi-chapelles, à la fois en aspersion et en goutte à goutte. Donc après, c'est toujours possible, mais il faut réussir à mettre en place et à réaliser les aménagements complémentaires. Moi, je dis toujours que rien n'est figé à la ceinture verte, tout est une question de discussion. Et donc, ça, c'est des choses qu'on voit notamment dans le cadre de l'accompagnement à la candidature. On parlera juste un petit peu après, mais voilà, ça, c'est des choses qu'on réajuste et où on peut voir ce qui est possible et pas possible, mais parce qu'on est aussi dans un projet collectif qui est un projet de la coopérative. Donc, c'est bien un projet individuel ou c'est un soutien d'un collectif. Et pour répondre à la dernière question, peut-être si tu veux, Laure. Oui, super. Le coût de l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un budget qui est prévu et qui est intégré au budget d'investissement dans les coûts d'ingénierie qu'on a vu tout à l'heure pour l'accompagnement technique sur les 3 premières années. Donc l'accompagnement se fait généralement par un binôme, un maraîcher en activité qui tourne bien, qui est situé en proximité de la ferme concernée, qui joue le rôle de tuteur, et un conseiller technique qui intervient comme technicien. Et donc le coût de cet accompagnement-là est intégré dans le loyer que versent les producteurs à la coopérative. On avait une deuxième question, Laure, d'Aurélie Lallemand. Est-ce que l'espace test est possible pour les terrains des coopératives et ensuite pour rester sur le même lieu sur une ferme ? Donc, pour répondre à cette question, Aurélie, c'est des choses qui sont possibles suivant les territoires. C'est-à-dire qu'on n'est pas, le Ceinture Verte, ce n'est pas un réseau d'espace test. Par contre, elle peut devenir la ferme Ceinture Verte, une ferme en archipel sur lequel un membre du réseau, notamment Reneta, peut prendre en charge le test pour une projection d'installation in fine sur la ferme. C'est le cas d'une discussion notamment sur Rouen, où on aménage une ferme et où un lieu test aura lieu. On a aussi en discussion avec Îlot Paysan en Auvergne pour pouvoir rendre la compatibilité et la complémentarité de ces dispositifs pour faciliter l'installation des porteurs de projets. Donc oui, Aurélie, c'est possible et envisageable et ça se travaille toujours aussi à travers l'accompagnement. On avait une question, Laure, ensuite, de Caroline Pougon. Les débouchés commerciaux sont-ils libres ou existe-t-il des partenariats obligatoires, par exemple, avec des cantines ? Donc aujourd'hui, dans le dispositif, le maraîcher est libre de son choix de commercialisation. Donc, il n'y a rien qui est imposé par la coopérative. On est bien sur plutôt une coopérative de moyens par l'outil de production qu'une coopérative de commercialisation avec intégration. Donc, loin de là, voilà. Et donc, les débouchés commerciaux sont libres. Le choix est libre. Et il peut y avoir par contre un appui de la coopérative de par les membres qui la composent et puis le réseau aussi qui est établi avec ses partenaires pour faciliter peut-être certaines démarches des porteurs de projets dans leur orientation et choix de commercialisation, en tout cas prise de contact, mais en aucun cas il y a d'obligation. Merci. Ensuite, on avait une question qui s'adresse peut-être plutôt à Dominique. En quoi consiste exactement l'accompagnement proposé aux maraîchers ? Oui. Donc l'accompagnement, donc ce que disait Yvan juste avant, c'est que l'accompagnement il se décompose en plusieurs, il est réalisé par plusieurs personnes. Il est basé sur un système de tutorat donc c'est un accompagnement spécifique qui est rapproché pendant 3 ans.
avec un maraîcher tuteur, donc maraîcher expérimenté de la zone géographique de la ferme. Et ce maraîcher tuteur va passer de façon régulière sur le site en accord avec le maraîcher, évidemment. La première des choses, c'est qu'on fait en sorte qu'on propose des maraîchers tuteurs et le maraîcher qui démarre sur la ferme Ceinture Verte va choisir et valider un maraîcher tuteur qui lui convient, entre guillemets. En tout cas, il faut qu'il y ait une compatibilité, forcément. Et donc, il va y avoir un accompagnement régulier donc, qui va correspondre à des visites du tuteur de façon régulière. Alors, souvent ça se décline par un passage tous les 15 jours. Ça peut être à certaines périodes de la saison ou en fonction de la demande du maraîcher installé, ça peut être une fois par semaine. C'est modulable aussi. Et au-delà de ça, il y a évidemment des échanges qui peuvent se faire entre le maraîcher tuteur et le maraîcher Ceinture Verte, par téléphone, par mail, pour l'envoi de documentation, etc., qui est complété par les techniciens à Ceinture Verte, donc moi pour Auvergne-Rhône-Alpes et puis mes collègues sur les autres régions, où on fait l'organisation, l'animation du fonctionnement tuteur et maraîcher. Et l'objectif également, c'est d'insérer dans ce dispositif d'accompagnement les conseillers maraîchers bio locaux. Donc, que ce soit des conseillers chambres d'agriculture ou des conseillers de GAB. Et l'idée, c'est qu'ils intègrent l'accompagnement sur des temps plus limités, sur des séquences moins fréquentes, mais qui participent à cet accompagnement et surtout et aussi que les maraîchers installés sur les fermes Ceinture Verte rentrent dans ces réseaux techniques locaux. Donc, qu'ils adhèrent au groupement technique local, qu'ils adhèrent au GAB, etc. Et pour ça, sur les 3 premières années, la Ceinture Verte prend en charge le coût de l'adhésion du maraîcher au groupement local. Voilà. Merci Dominique. On avait une question, Laure. Dernière question. Avez-vous des fermes sur des terres appartenant à des collectivités publiques? Et si oui, quel lien avec la collectivité? Donc, on a des fermes sur des terres appartenant à des collectivités publiques et le lien aujourd'hui, c'est un bail amphithéotique entre la collectivité et la coopérative de territoire. Et ensuite, de par ce bail amphithéotique et ce type bien précis de bail, la coopérative a la possibilité de signer un bail à long terme avec la maraîchère, le maraîcher qui s'installe sur la ferme. Voilà. Donc, ça vient sécuriser le foncier pour la maraîchère, le maraîcher qui s'installe. Et on est sur des beaux longues durées amphithéotiques avec la collectivité qui s'engage aussi dans ce projet collectif de coopérative de territoire. Merci Laure. Tu peux peut-être conclure là la présentation pour les gens qui voudraient en savoir plus. Et puis, s'il y a des questions qui restent pour les participants, vous pourrez lever la main pour les poser oralement juste après. Donc, pour aller plus loin, en tout cas, l'idée, c'était de ne pas trop dépasser dans le temps et on a un peu dépassé ce soir, mais c'est aussi intéressant de pouvoir bien répondre à vos questions. Vous souhaitez en savoir plus sur des coopératives de territoire Ceinture Verte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on a abordé des retours d'expérience par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on a vécu en accompagnant les porteurs de projets et nos maraîchères et nos maraîchers du réseau. Voilà, des webinaires de présentation sur chaque territoire auront lieu au cours du printemps. L'idée, c'est de vous faire passer par mail le calendrier des prochaines dates pour avoir quelque chose de plus territorialisé sur les fonctionnements de coopératives qui sont différents, puisque chaque coopérative, derrière, elle a aussi son fonctionnement, sa spécificité suivant les territoires. Donc ensuite, moi, ce que je vous propose, si vous êtes porteuse de projet, porteur de projet, et que finalement, ça vous questionne un petit peu ce qu'on s'est dit ce soir, de pouvoir aller plus loin avec un échange ensemble en visio ou au téléphone ou en présentiel, suivant l'endroit où vous vous situez, mais pour pouvoir un petit peu débroussailler peut-être ensemble la situation, c'est-à-dire vous peut-être un projet d'installation et puis
du coup, un peu aussi une pré-projection sur une ferme ceinture verte. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi? Pour peut-être l'intégrer dans votre plan A, B, C. Enfin voilà, ça n'engage à rien, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir le champ des possibles dans les solutions qui s'offrent à vous. Voilà. Et puis sur le dernier point, c'est si vous travaillez dans une structure de développement agricole et que vous souhaitez en savoir plus sur la création d'une coopérative, c'est avec Yvan. Et je précise qu'on a plusieurs coopératives, puisqu'on a toujours dans les coopératives, et on en a vraiment besoin pour que ça fonctionne, les collectivités locales et les structures de développement agricole. Mais l'expérience montre qu'on a plusieurs coopératives dont la création a été initiée par des porteurs de projets ou par des producteurs en activité, qui faisaient le constat que sur leur territoire, il y avait une problématique d'installation en maraîchage, et qui ont un peu mouillé le maillot pour aller mobiliser avec notre appui des élus locaux et des élus de structures de développement agricole, ce qui a permis de concrétiser certains projets de création de coopératives sur le territoire. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, si des personnes ont des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, qui voudraient les poser maintenant, c'est le moment. Et puis dans tous les cas, on enverra par mail le replay de ce webinaire et les diapositives de présentation. Alors, on a une question, prend-on des stagiaires? Ça dépend des profils des stagiaires, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. N'hésitez pas à voir sur la page LinkedIn de la ceinture verte si c'est là aussi où sont communiquées ces informations. Eh ben, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à tous pour votre participation et puis très bonne soirée. Merci. Merci.